l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 4, la vie politique. Les amateurs de Star Wars le savent bien, la République et l'Empire sont des adversaires. Ce sont les adversaires, tous les opposent. La première est subordonnée aux intrigues d'un Sénat prolifique et bavard. Le second ne connaît que la force sans visage de Darth Vader. Pour le dire autrement, la République est fondée sur le droit, il y règne la loi. Quant à l'Empire, il naît d'un désir militaire de conquête par la guerre. Alors, commençons par définir plus précisément ce que nous appelons République. Et là, on s'aperçoit que c'est pas très facile, parce que l'étymologie res publica, la chose publique, nous est d'un bien faible secours. Qu'évoque-t-elle pour nous? La chose publique. Chose. Le terme de chose avoue assurément un certain embarras. Alors, on pourrait partir de l'idée d'espace public et dire que dans une république, le pouvoir politique s'y trouve accessible à tous et partagé. Voilà, c'est une définition minimale qui correspond à peu près à la République romaine. Elle correspond en réalité assez mal, en revanche, à l'idéal de justice sociale que développe Platon dans la République, précisément, où le pouvoir n'appartient qu'à une élite sélectionnée depuis la naissance, ces fameux rois philosophes. Dans un texte beaucoup plus proche de nous, un texte moderne, un texte rédigé en 1576 par le juriste français Jehan Bodin, les 6 livres de la République, eh bien, on peut lire une autre approche. République, dit-il, est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Pour Bodin, c'est la souveraineté qui définit la République. C'est la souveraineté, et cette souveraineté, effectivement, elle va permettre de distinguer la République de l'Empire. Le pouvoir souverain se distingue en effet du pouvoir impérial en ce qu'il n'est donc pas fondé sur la force et qu'il s'affirme sur un rapport de droit. Quant à Montesquieu, dans De l'esprit des lois, eh bien, il voit dans la République l'un des 3 types de gouvernement qui associent d'ailleurs sous cette même catégorie aristocratie, celle de la République de Venise par exemple, et démocratie. Kant, pour terminer, ce rapide tour d'horizon philosophique, Kant enfin, fidèle en cela à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, eh bien, définit la République par sa constitution, c'est-à-dire par la séparation des pouvoirs qui s'y trouve organisée. Difficile ainsi de s'y retrouver. Sauf peut-être à se replier sur la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. La République est donc un régime où la liberté des citoyens est garantie par le droit, où l'égalité se manifeste dans un accès partagé au pouvoir et au droit précisément. Quant à la fraternité, elle suggère un idéal communautaire, où s'impose la notion d'unité. De fait, et il faut le rappeler, la République est un régime dans lequel l'unité se réalise par le droit. L'Empire, en revanche, exprime étymologiquement, sans aucune dissimulation, ce qu'il est. Dans le monde romain, en effet, l'imperator est d'abord un chef militaire, c'est le général. L'imperium, ce qu'on appelle l'imperium, donc en latin, c'est le pouvoir de commander une armée. Alors qu'un général parvienne légalement au pouvoir, c'est arrivé, ça arrive encore, à ce moment-là, République et Empire peuvent se superposer, ce qui peut mener à des formulations officielles étranges. On se souvient des premiers décrets de l'Empire au début du XIXe siècle, où on pouvait lire la mention « République française, Napoléon Ier, empereur ». Sauf que le recours et l'usage de la force armée qui définissent l'Empire en font en réalité un despotisme et très rarement une république. Mais l'Empire, ce n'est pas seulement cela. C'est aussi une dynamique, une poussée, un expansionnisme sans fin. Un esprit de conquête territoriale qui prend d'ailleurs le nom d'impérialisme. Si l'Empire a pour destin un accroissement infini de son territoire, c'est qu'il lui faut toujours plus de ressources pour alimenter à la fois l'esprit de conquête et les nombreuses populations conquises. Ainsi, le destin des empires fut-il toujours de s'effondrer sous leur gigantisme. Telle est en tout cas la thèse qu'expose Montesquieu dans le bref essai intitulé « Considérations sur la grandeur des Romains et de leur décadence ». Les frontières de l'Empire deviennent alors si étendues que nulle armée ne peut désormais les garantir.
C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.